Alors bonjour Kentra, tu es un créateur de contenu qui aborde des sujets politiques. Tu es issu du monde du gaming. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Bien sûr. Alors oui, je m'appelle Kentra, j'ai 19 ans. Donc je suis ce qu'on peut appeler un petit youtubeur politique. Mais avant cela, j'étais effectivement un youtubeur gaming sur le jeu Minecraft. Rien à voir, effectivement. C'était vraiment du petit jeu vidéo, c'était de la petite mise en scène, hein. Et un jour, à force de faire ce genre de vidéo, à force de traîner aussi dans ce milieu-là, parce que j'étais quand même une pointe dans ce milieu-là. J'avais quand même 150 000 abonnés, enfin Ouais. 130 000 à peu près. Je connaissais quand même pas mal de monde dans ce milieu-là. Je gagnais quand même très bien ma vie, alors qu'à l'époque, j'avais 16, 17 ans. J'étais déscolarisé, donc ça tombait bien. Je me suis dit, bon, bah, je peux peut-être avoir un avenir dans le gaming, dans ma chaîne YouTube. Et puis un jour, je rencontre le mal, je rencontre Voldemort, la dissidence, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse évidemment aux vérités qu'on essaye de nous cacher. Je regarde un peu les plus grands opposants au système. Et donc évidemment, moi je me dis quoi? Je me dis j'ai 17 ans, je fais du gaming mais ça me plaît pas vraiment. Est-ce que je me vois faire ça jusqu'à mes 50 ans? Pas vraiment. Je gagne un peu d'argent, mais est-ce que est-ce est-ce que les principes et les valeurs sont pas au-dessus? Est-ce que le combat n'est pas plus important que le fric? Et j'ai tout quitté. Tout quitté. Du jour au lendemain, j'ai effacé mes vidéos, jeux vidéo, et je me suis lancé en politique. Alors au début, évidemment, c'était catastrophique, puisque c'était ce qu'on va dire du droitard game, du droitardisme. C'était très caricatural. Mais justement, c'est cool parce qu'on peut voir l'évolution et se dire qu'un gamin de 17 ans qui s'est mis à lire, s'est mis à s'intéresser à la politique et pas la politique gnangnatte, hein, gauche droite. Non, on est au-dessus de ça, à la philosophie, au sport, etc. Et ça fait ce que je suis maintenant, et c'est vraiment cool. Il y a quelques semaines, tu as diffusé un micro-trottoir sur l'Ukraine, la Russie, le 49.3. Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport aux réponses fournies par les gens? Il y a une véritable lobotomisation généralisée, notamment sur le sujet Ukraine-Russie. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression, déjà pour commencer, quand j'allais vers les gens, c'était des quarantenaires, des soixantenaires, des retraités. J'avais pas vraiment interviewé de jeunes, mais alors aucun ne m'ont demandé c'était pour quel média, aucun ne m'ont demandé où est-ce que la vidéo va finir, qui je suis, de quel bord. Et ça démontre déjà quelque chose. Ça démontre que les gens ne vont plus chercher l'information. Ça démontre aussi qu'ils ont une confiance peut-être aveugle envers ceux qui les interviewent. Là, j'ai retourné un micro-trottoir hier sur un autre sujet, et j'ai enfin eu une première personne qui m'a dit, mais de quel angle politique vous êtes? Évidemment, hein, je lui ai dit extrême droite. Bon, c'est juste qu'elle m'énervait en fait, donc je lui ai dit direct extrême droite, mais bref. Mais au moins, je lui ai dit par contre bravo parce que vous avez demandé, vous êtes la première, alors que c'est déjà mon deuxième micro-trottoir que je tourne. Donc oui, et donc Donc on va... ouais, il y a une espèce d'infantilisation en fait dans les avis hein, qui ressortent, hein. C'est toujours l'avis qu'on peut voir à la télé. C'est-à-dire la Russie c'est les méchants, ce sont les méchants. L'Ukraine, c'est comme les gentils. Et puis Zelensky, il est un peu juif, donc on va peut-être être un petit peu plus gentil avec lui, hein. Non, je taquine, mais bon, Oui. globalement c'est ça. C'est les Mm. gens regardent juste ce qu'on leur donne à la télé. Ils vont pas chercher l'information, ils ne vont pas s'intéresser au conflit. Certains savaient même pas que l'Ukraine, ça s'appelait Petite Russie à l'époque. C'était le base de la Russie. Et même pour les Russes, c'est très très fort hein, l'Ukraine. Et si c'est pas Donc, ouais, si c'est pas ouais. indiscret, ce sera sur quel sujet? Alors le prochain, ça concerne le sport, une certaine branche du sport. Je ne pourrais pas en dire plus. D'accord, ok, j'ai ma petite idée, Ça va être mais très intéressant. d'accord. Je te le dirai en En MP. off, d'accord. Abordons maintenant le sujet qui a marqué les esprits en cette année 2023, la Teshuvah de Dieudonné. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 7 janvier dernier à Genève. On rendait hommage à notre ami Stéphane Blais. Le même soir, il donnait son spectacle à Genève, donc il était toujours aussi subversif.
Le lendemain, ou quelques jours après le spectacle, il a demandé pardon dans Israël Magazine. Il vient d'aller à Auschwitz avec Francis Lalanne. Le duo se prépare à aller en Israël. Comment est-ce que tu as vécu ce moment très particulier? Franchement, honnêtement, judo, moi j'aimais bien. Bah, j'aime toujours bien, hein. Je vais pas faire le menteur à dire Hmm. que j'aime plus, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il me fait rire, c'est le meilleur humoriste de France. Je m'entends très bien avec son équipe Canal+. Mais la Teshuvah de Dieudonné, je pense que ça marque certainement la fin de la néo-dissidence qui avait été créée il y a 15 ans avant. Bah, le duo Alain Soral Dieudo, avec tous les nouveaux qui avaient émergé entre-temps. Je pense que ça a vraiment marqué la fin de cette néo-dissidence. Et je pense que maintenant, c'est même plus une dissidence dans laquelle il faut être, c'est un axe de la résistance. C'est vraiment résister, lutter. Euh, Ça signifie aussi peut-être que les ennemis sont à bout de souffle et qu'ils essayent de pervertir les plus puissants parce qu'ils se sentent en danger. Et sur le cas de Dieudonné précisément, je pense qu'il y a aussi une fatigue. C'est-à-dire que le mec, il a 4 ou 5 gosses, je sais pas combien il a d'enfants, mais il a beaucoup d'enfants. Il a une super baraque. Sa femme lui met à l'envers. Pareil, sa productrice aussi, l'ancienne Christelle Camus, pareil, c'était un peu flou. Tous ses potes lui ont mis un peu. Donc, je pense que ce mec-là, il était vraiment fatigué. Hmm. Il était fatigué et bon, malheureusement, dans mon code de l'honneur, ça représente une trahison, ce Hmm. qu'il a fait. Ouais. C'est pas comme Rissen, par exemple. J'en parlais avec Yvan, Yvan Benedetti il y a quelques jours. Rissen, bon, il s'est dit, j'arrête de parler de la communauté. Je m'attaque à autre chose. Et puis, voilà, de toute façon, ils me font peur. Ils sont trop forts aujourd'hui. C'est normal, le mec a fait de la tôle. Mais il n'a pas non plus renié le travail qu'il a fait. Hmm. Il a jamais renié le travail qu'il a fait. Ou alors, erreur de ma part, mais je ne crois pas. Alors que Dieudo, il s'excuse. Il s'excuse, là, il y a encore quelques jours, il a eu une interview par un Israélien. Ça fait peur, quoi. Il dit, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Puis en plus, c'était en visioconférence. Hmm. Alors, on voit la grosse tête de Dieudonné, et puis au-dessus de lui, il y a le petit Israélien, un petit carré, là. Au-dessus de lui, comme ça, là. Excuse-toi, excuse-toi. Allez, rentre maintenant. Moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est... Donc, c'est triste. Maintenant, honnêtement, je reposais aucun espoir sur Dieudo et je repose aucun espoir sur quiconque. Il Ouais. n'y a que sur moi que je repose de l'espoir. Et de toute façon, s'il doit y avoir une révolution ou, en fait, d'abord, elle se fera intérieurement Hmm. dans chacun de nous. Je pense que c'est le plus Ouais. important, Et sincèrement. que penses-tu du rôle de Francis Lalanne, qui était connu pour son idéologie No Borders, hein, il faisait des chansons pour les migrants, il a toujours clamé son amour pour Israël. Comment ça se fait que ce soit Francis Lalanne qui soit dans le coup, là? Je pense que si on étudie bien le dossier, on peut retrouver des histoires louches. Il y avait une histoire pareille au Cameroun, il me semble. Il me semble que le Cameroun est complètement dans les mains d'Israël. Donc forcément, Dieudo, à un moment, il disait quelques jours avant sa teshuva, il me semble qu'il était proche d'un... Il avait rencontré un Israélien au Hmm. Cameroun. Donc, ça peut jouer aussi, c'est les relations. Et je pense que Lalanne a joué effectivement De l'entremetteur. le rôle du lubrifiant, je pense. Le Ah rôle bon, du lubrifiant arrête. pour que Dieudo puisse rentrer tranquillement dans le cercle intime des teshouveurs, on va appeler ça, des teshouvman. Ouais, Ouais, je pense qu'il a joué le rôle du lubrifiant. Ça a aidé grandement. ouais. Et s'il y en a un qui s'est pas couché, c'est Alain Soral. Comment est-ce que tu l'as découvert? Alors moi, Soral, j'ai découvert de par mon frère. Donc, voilà, c'était vraiment. J'ai eu de la chance que certains ne connaissent pas encore Soral ou même certains la dissidence. Et je pense que c'est bénéfique, surtout à un âge comme le mien. Je pense que c'est bénéfique parce que ça permet de se réveiller. Et donc moi, ça a commencé avec les Soral a presque raison sur le Hmm. canapé rouge là. Ça date quand même, mais c'était des vidéos réuploadées sur YouTube ou sur des sites internet. Donc moi, me gavais de ça, les Soral répond. Alors au début, c'était pas facile parce que c'est quand même un gros intello, hein, Soral, hein. Il utilise des mots pas faciles. Tous les Soral répond, c'est vraiment c'est que de l'audio. Il faut bien se concentrer. Et puis petit à petit, de toute façon, Soral, il a l'arme verbale. C'est un Donc grand orateur. t'apprécies, Dans les grands orateurs, il y avait De Gaulle, il y avait le Christ, et puis il y avait Soral. alors Enfin, il y a t'apprécies, Soral.
T'apprécies les punchlines alors. Ah bah oui, c'est aussi ce qui m'a un peu séduit. C'est il a pété, il a fait prout là les toutes ces c'est après c'est pas du haut niveau, mais le fait qu'il y ait l'analyse politique pertinente qui casse avec les petites punchlines, j'ai baisé sa femme, tous les trucs comme ça fait ça fait un très très bon mélange. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi notamment aux gens, aux jeunes ou même aux plus âgés chez Soral. Ah oui, il m'a Bah, ça peut grandement amener éveillé. vers ces livres qui ont beaucoup de fond. C'est ce que j'allais dire. Au début, c'est les vidéos, au début, c'est ses articles, c'est son site internet. Mais la finalité, c'est quand même ses bouquins. C'est quand même plusieurs années de travail dans un seul et même livre d'une centaine de pages, selon les livres. Et c'est génial parce que c'est une très très bonne synthèse du monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'un très beau constat. Et non, c'est cool. Dans ta dernière vidéo, tu t'en prends assez fortement à l'ex-porte-parole de Génération Identitaire, reconverti dans l'analyse des relations hommes-femmes, Thaïs Descuffon. Tu la compares à une escort girl du 16e, parce que, bon, il faut dire qu'elle a, sur Tipeee, si on paye 200 euros, on peut la rencontrer. Euh, Comment est-ce que ton public a réagi à ces attaques? Car j'imagine que c'est pas forcément facile de s'attaquer à une jolie petite blonde aux yeux bleus. C'est tout le problème en fait. Moi, je lutte contre ça. Alors, je faisais partie de ce genre de personnes qui voyaient une belle femme. Ah, elle est de droite en plus. Ah, super. Super. Je mettais des commentaires, je mettais des likes, je m'abonnais. Mais en fait, le combat politique, c'est plus que ça. Et moi, je déteste, mais vraiment, moi, je déteste les coureurs de jupons, là, ou tous les donjons, là, qui se la racontent, qui font tout pour baiser quelques minettes, qui s'intègrent, qui font croire que c'est les boss là en politique, ceci ou cela, et après tout ça pour niquer de la gonze. Moi, je déteste ça. Et je l'ai vu dans mes commentaires. Globalement, c'est toujours les mêmes. C'est oui, de la défendre, oui, mais en fait, tu peux pas dire ça parce que c'est une belle blonde avec des belles idées. Mais je m'en fous que ce soit une belle blonde. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a écrit des bouquins? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'est convertie en espèce de psy pour les puceaux, là. Ça, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. 250 balles pour la rencontrer. Enfin, bon, je n'aimerais pas les sites, mais il y a des sites pour moins cher, t'as mieux, hein. Donc voilà, c'est vraiment. Et ça démontre bien, et surtout que tous ces petits youtubeurs là, à moitié militants le week-end et youtubeurs la semaine, c'est des gens ils font quelques vidéos, ils font les grandes gueules, et puis en fait, ça dure 2 3 ans, parce que dès qu'ils ont des persécutions, dès qu'ils commencent à rentrer dans le vrai, et encore dans le vrai, bon, tous ces droitards-là n'ont jamais parlé de la question J, donc ils rentreront jamais dans le vrai, et ils savent très bien pourquoi. Et, euh, et voilà, le trois quarts, c'est de la gnognotte, c'est de la boutiquerie, et ça mène à rien, ça ne mène à rien. Ça n'aide pas la France, ça n'aide pas le combat politique, et ça n'aide même pas l'individu en soi. C'est même pas un travail sur soi, c'est non, que dalle. Et d'ailleurs, c'est certainement à cause d'une pensée un petit peu trop libérale, je pense aussi. Hein, la plupart, ils aimaient la France, mais se barrent à l'autre bout du monde, là, comme Papacito en Espagne, Bench au Texas. Alors, le- l'expatriation, c'est pas un souci en soi, mais je veux dire qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils kiffent la France, qu'ils font tout pour la France. Les mecs, ils font rien du tout pour la France. Je veux dire, on les a jamais vus en manif, on les a jamais vus créer une association pour aider les cathos là qui se font chier à la gueule, pour aider les SDF français, pour ne serait-ce que parler à des gens dans la rue. C'est trop. Hein, peur que les prolos, dégueulasses. C'est ça, moi c'est ça qui me. C'est pour ça que je kiffe aussi ER, parce qu'eux au moins ils font le boulot, ils font des conférences en France, ils font des émissions, ils font des rassemblements, il y a des sections dans toute la France. Moi je suis dans la section ER Perpignan, donc ça me permet de voir aussi des camarades, de faire des manifs, du militantisme, c'est super, voilà. Et ça aide vraiment parce que du coup, voilà, on se donne des recommandations lecture, on va boire un coup, rien que boire un coup entre patriotes, c'est déjà très fort comme les Papacito, les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait du tout. Et je vais m'attaquer à eux, hein. J'ai commencé par Thaïs parce que bon, c'est la petite blonde. Je vais m'attaquer à tous les autres, j'ai du lourd. Conversano, par exemple. C'est le prochain. Ah, c'est Ah, le prochain d'accord. sur la liste. Ah, bah tiens. Bien joué. Euh, Dans tes vidéos, tu fais la promotion de la maison d'édition Contre-Culture, fondée par un Soral.
Quels sont tes livres favoris pour terminer cette interview? J'aime beaucoup Contre-Culture. Je commande beaucoup chez eux. En même temps, j'ai un lien, donc bon, voilà, commande avec mon lien. Euh, Ce On que je peux mettra le lien, recommander, ouais. on mettra le lien de ta chaîne aussi, oui. Ah, cool, Euh, super. Ouais, ce que je peux recommander, je pense que ce qui est important, c'est de se faire des petites synthèses. Et pour ceux qui aiment pas forcément lire ou qui débutent dans la lecture, je vous recommande des petits essais. Par exemple, Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan. mm. Ça fait 50 pages et c'est super. Prenez des notes, c'est super important. À chaque fois que vous lisez, prenez des notes. Lisez petit bout par petit bout. Vous lisez une trentaine de pages par jour. Bon, un livre de 100, 150 pages, tu l'as lu en une semaine. C'est comme ça qu'on commence. Prenez des notes, c'est super important. Et oui, donc Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que le nationalisme et et rentrer un petit peu dans ce combat-là et quitter cette espèce de désinformation droitarde, critique énormément, il nous fait penser que l'identitarisme est avant tout prioritaire. Alors, pas du tout, c'est la nation avant tout. Il faut bien le comprendre, c'est la nation. C'est pas la couleur, c'est pas l'identité. Non, non, c'est la nation. C'est très important. La notion de nation et pas d'Europe, vraiment la France. Parce qu'une nation, on a aussi le livre de Stéphane Blay sur la franc-maçonnerie. Ah bah, Ah, c'est super important de l'avoir lu. Ou l'abécédaire de la bêtise ambiante de Soral, c'est 400 pages. C'est quand même beaucoup 400 pages, mais c'est écrit en gros, c'est des petits textes. Et puis par contre, c'est génial, c'est une super synthèse pour commencer. 400 pages et c'est comme un petit dictionnaire en fait. Il y a des mots, il y a capital, sionisme, politique, showbiz. Et en fait, à chaque fois, il y a une petite définition que Soral a faite. Et c'est super bien expliqué. Ça explique aussi les banlieues. Non, franchement, c'est super. C'est mm. des petits bouquins comme ça que je recommande. Ou Schopenhauer. Bon, après, c'est surtout parce que Schopenhauer, j'adore Schopenhauer. Mais Schopenhauer a une approche, notamment son essai sur les femmes, il a une approche du féminisme. Il a écrit ça en 1700, le gars. 1700, quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est actuel. C'est tellement actuel. Préviens, il est quand même. Bon, il y va déjà. Et puis, c'est pas facile, hein, parce que déjà, c'était un Allemand. Et puis, il utilisait des mots très, très complexes. Mais pareil, quand vous lisez, prenez votre temps, réécrivez avec vos propres mots. Et puis c'est pareil, ça vous apportera énormément la lecture. Parce que ça va vous apprendre des mots que vous ne connaissez peut-être pas. Ça vous apprendra aussi à peut-être mieux parler, à mieux vous exprimer, à développer votre sens linguistique et verbal. De toute façon, l'arme verbale, c'est le plus important. Surtout si vous êtes en politique, c'est le plus important. L'arme verbale, c'est ce qui vous sauvera. C'est pas d'avoir des gros points, c'est pas d'avoir la plus grosse teub du monde. C'est l'arme verbale, c'est le plus important. Ok, bah sur ces conseils, je te souhaite une bonne journée. À plus.